Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'espace est devenu un nouvel enjeu stratégique majeur, d'abord dominé par la rivalité entre les États-Unis et l'URSS. Dans ce contexte de compétition mondiale, les pays européens comprennent rapidement que seule une coopération étroite leur permettra d'exister dans ce domaine émergent. C'est ainsi que naît une ambition spatiale européenne. De ses premiers succès, comme Ariane 1, jusqu'à ses grandes missions d'exploration comme Rosetta, l'Europe a construit une identité spatiale forte. Pourtant, aujourd'hui, malgré ses réussites, le programme spatial européen fait face à de nouveaux défis et à une concurrence mondiale féroce, soulevant la question « L'Europe est-elle en train de perdre du terrain dans la conquête spatiale ?» C'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti! L'histoire spatiale européenne commence dans un contexte de rivalité mondiale après la Seconde Guerre mondiale. Tandis que les États-Unis et l'URSS s'affrontent dans une course effrénée vers l'espace, plusieurs pays européens comprennent qu'ils doivent unir leurs forces pour espérer exister dans ce nouveau domaine stratégique. Dès les années 60, deux grandes organisations voient le jour. Le Conseil européen de recherche spatiale dédié aux satellites scientifiques et l'ELDO, l'European Launcher Development Organization, chargé du développement de lanceurs spatiaux. Mais ces structures séparées manquent d'efficacité et peinent à rivaliser avec les géants américains et soviétiques. C'est pour cela qu'en 1975, la décision est prise de fusionner ces initiatives pour donner naissance à l'Agence spatiale européenne, alias ESA, qui a pour mission de coordonner les efforts spatiaux civils du continent. L'ESA regroupe alors 10 pays fondateurs et établit son siège à Paris. Rapidement, l'agence développe ses propres projets, notamment dans le domaine des satellites d'observation et de télécommunication. Dès 1979, le programme Ariane est lancé. C'est un lanceur spatial conçu pour garantir l'indépendance européenne d'accès à l'espace. Le succès du premier tir d'Ariane 1, la même année, est un moment historique. Ainsi, l'Europe devient capable de mettre en orbite ses propres satellites sans dépendre des États-Unis ou de l'URSS. Au fil des décennies, l'Europe spatiale se renforce. Ariane 4 dans les années 80, puis Ariane 5 dans les années 90 confirment la position de leader de l'Europe. En parallèle, l'ESA participe à des projets internationaux majeurs. Elle contribue au programme Space Lab en collaboration avec la NASA, envoie des sondes interplanétaires comme Giotto vers la comète de Halley et plus tard, développe son expertise en observation de la Terre avec les satellites ERS et Envisat. Par la suite, l'Europe ne se contente plus de l'orbite basse et elle commence à s'aventurer dans l'exploration lointaine. La mission Rosetta, lancée en 2004, est donc emblématique. Après un voyage de plus de 10 ans, Rosetta réussit à poser un module Philae sur une comète en 2014, une première mondiale. En fait, Rosetta était la première sonde à se mettre en orbite autour d'une comète et à envoyer un atterrisseur nommé Philae sur sa surface. Le 12 novembre 2014, Philae tente de se poser, mais a rebondi plusieurs fois avant de s'arrêter dans une zone ombragée, ce qui a limité son fonctionnement. Malgré cela, il a pu transmettre des données précieuses sur la composition du sol cométaire. Cette mission a permis de révolutionner notre compréhension des comètes qui sont considérées comme des vestiges de la formation du système solaire. De plus, elle a révélé que la comète contenait une grande quantité de matière organique, renforçant l'hypothèse selon laquelle les comètes pourraient avoir contribué à l'apparition de la vie sur Terre, après plus de 12 ans de voyage et d'observation. Rosetta a terminé sa mission le 30 septembre 2016 en se posant sur la comète. Dans le même temps, l'ESA s'engage dans la construction de la Station spatiale internationale, fournissant notamment le laboratoire européen Columbus et le véhicule de ravitaillement ATV. Le laboratoire Columbus est un module scientifique pressurisé qui a été lancé en février 2008 et intégré à l'ISS. Il permet aux chercheurs européens de mener des expériences en microgravité, notamment dans les domaines de la physique des fluides, des matériaux et des sciences de la vie. Ce module représente l'une des plus grandes contributions de l'Europe à la station spatiale. De son côté, l'ATV était un vaisseau cargo développé par l'ESA pour ravitailler l'ISS en nourriture, eau, carburant et équipements scientifiques. Il pouvait transporter jusqu'à 7,7 tonnes de fret et s'amarrer automatiquement à la station comme les vaisseaux russes Progress M. 5 missions ATV ont été réalisées entre 2008 et 2014 avant que le programme ne soit remplacé par d'autres solutions de ravitaillement. Plus récemment, l'Europe affirme sa souveraineté technologique avec des programmes comme Galileo, un système de navigation par satellite concurrent du GPS américain, et Copernicus, une constellation de satellites d'observation terrestre dédiée au climat et à la gestion des ressources naturelles.
Mais alors, pourquoi dit-on que le programme spatial européen est à la traîne? Eh bien tout d'abord, l'Europe dépend fortement de la coopération entre plusieurs pays, ce qui peut ralentir la prise de décision et la mise en œuvre des projets. En effet, contrairement à la NASA ou à l'agence spatiale chinoise qui bénéficie d'un financement centralisé et d'une gouvernance unifiée, l'agence spatiale européenne doit composer avec des intérêts nationaux parfois divergents. Pour rappel, l'ESA est une organisation intergouvernementale regroupant 22 États membres, chacun ayant ses propres priorités et intérêts en matière de politique spatiale. Son financement provient donc des contributions des pays membres qui choisissent les programmes auxquels ils souhaitent participer. Cela signifie que certains projets peuvent être mieux financés que d'autres en fonction des décisions nationales. Par exemple, la France et l'Allemagne sont les principaux contributeurs et influencent fortement les orientations stratégiques de l'agence. Ensuite, le développement des lanceurs européens a connu des difficultés ces dernières années. Le programme Ariane 6, censé remplacer Ariane 5, a subi plusieurs retards, ce qui a affecté la compétitivité de l'Europe sur le marché des lancements commerciaux. Initialement prévu pour un premier vol en 2020, Ariane 6 a vu son calendrier repoussé à plusieurs reprises en raison de problèmes de développement, de contraintes budgétaires et de difficultés techniques liées à ses nouveaux moteurs et systèmes de propulsion. Pendant ce temps, SpaceX et d'autres acteurs privés ont pris une avance considérable avec des technologies de réutilisation qui réduisent les coûts. La fusée Falcon 9 de SpaceX par exemple peut être réutilisée plusieurs fois, ce qui réduit considérablement les coûts de lancement. En comparaison, Ariane 6 reste un lanceur jetable, ce qui le rend moins compétitif face aux solutions américaines. Cependant, le 6 mars 2025, Ariane 6 a réussi son premier vol commercial, marquant une étape importante. Ce lancement a permis de placer en orbite le satellite CSO-3 destiné à l'observation militaire et a confirmé la capacité du lanceur à assurer des missions stratégiques. Enfin, l'Europe peine à rivaliser avec les investissements massifs des États-Unis et de la Chine dans l'exploration spatiale et les missions habitées. Alors que la NASA et la Chine prévoient des missions lunaires, l'Europe reste principalement concentrée sur des missions scientifiques et d'observation de la Terre. Cependant, ce retard est à nuancer. Par exemple, pour renforcer son rôle dans l'exploration humaine, l'ESA a lancé le programme Terrae Novae 2030+, qui vise à envoyer un astronaute européen sur la Lune d'ici 2030 en collaboration avec la NASA. Ce programme s'articule autour de 3 grands objectifs. Maintenir une présence européenne en orbite terrestre basse, permettre aux astronautes européens d'explorer la Lune et préparer l'Europe à jouer un rôle dans les futures missions vers Mars. Dans le cadre de ce programme, l'ESA collabore avec la NASA sur le projet Artemis qui vise à ramener des humains sur la Lune. L'Europe contribue notamment en fournissant le module de service du vaisseau Orion qui assure l'alimentation en énergie, en eau et en oxygène pour les missions lunaires. L'ESA participe également à la construction de la station Gateway, un avant-poste orbital autour de la Lune qui servira de base pour les futures explorations spatiales. On peut également parler du programme Galileo pour la navigation par satellite et Copernicus pour l'observation de la Terre. Il reste à voir si les efforts récents permettront de combler ce retard et de renforcer la position de l'Europe dans la conquête spatiale. Il est donc clair que l'histoire spatiale européenne est jalonnée d'importantes réussites, de la maîtrise des lancements indépendants avec Ariane au rôle crucial joué dans l'observation de la Terre et l'exploration interplanétaire. Toutefois, la complexité de sa gouvernance, les retards dans ses programmes de lanceurs et la montée en puissance d'acteurs étatiques et privés à travers le monde mettent aujourd'hui l'Europe au défi. Si des projets ambitieux comme Terrae Novae 2030+, Galileo et Copernicus témoignent de la volonté de rester dans la course, il faudra des décisions stratégiques rapides, une meilleure coordination politique et une capacité accrue d'innovation pour assurer à l'Europe une place de premier plan dans l'avenir de l'exploration spatiale. Le temps presse. L'Europe doit se donner les moyens de ses ambitions pour ne pas devenir un simple spectateur de la nouvelle conquête spatiale.